Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire de l'Institut Tamarack. Je m'appelle Jean-Marie Chapeau, je suis directeur de l'évaluation de l'impact chez Tamarack et je serai votre hôte aujourd'hui pour ce webinaire qui fait partie d'une série de 5 conversations autour de projets québécois inspirants qui illustrent en fait les 5 champs de pratique de l'Institut Tamarack, la collaboration, la participation citoyenne, le leadership collectif, l'innovation dans la communauté et l'évaluation, notamment l'évaluation participative. Et on va parler de ça aujourd'hui avec nos invités. Alors, je voudrais commencer par remercier le secrétariat aux relations canadiennes, qui est notre partenaire principal pour l'organisation de cette série de webinaires, et grâce à qui, en fait, la traduction simultanée vers l'anglais est aujourd'hui possible. Et donc, je salue Nathalie, notre traductrice. Et Nathalie, je te promets de parler le plus lentement possible, ce qui est difficile pour moi, mais je vais essayer. Je vous appelle de Tiohtià:ke, qui est colonialement connu comme Montréal, sur le territoire non cédé du peuple Kanien'kehá:ka. Je voulais vous partager, c'est important pour Tamarack, et pour moi aussi, je voulais vous partager mon engagement personnel en fait dans la réconciliation. J'essaye de le concrétiser en me formant aux approches d'évaluation et d'apprentissage en contexte autochtone, ce qui me permet de changer complètement mes perspectives sur l'évaluation et à reconnaître en fait les savoirs des Premières Nations, des premiers peuples. Et c'est une des façons avec laquelle je m'engage en fait dans la réconciliation. Et je vous invite à indiquer dans la boîte de dialogue, si vous le souhaitez, le territoire d'où vous vous connectez. Alors, quelques mots sur Tamarack. Tamarack, c'est d'abord un centre d'apprentissage qui travaille autour de 5 grandes pratiques qui permettent d'outiller les acteurs impliqués dans le développement de leur communauté. Je les ai listées tout à l'heure. Et Tamarack, c'est également un réseau de communautés dynamiques, un réseau d'apprentissage en fait où des leaders locaux mettent en œuvre des stratégies de changement autour de 4 grands domaines que sont la réduction de la pauvreté, le renforcement du tissu social, bâtir l'avenir des jeunes et assurer une transition climatique juste et équitable. Donc si vous voulez évidemment savoir plus sur Tamarack, je vous invite à aller sur notre site et on a une version française de ce site aussi, donc allez-y, vous y êtes invités. Alors, sans plus tarder, j'ai l'immense plaisir de me tourner vers nos 3 panélistes, Carmen Gabriel Chouinard, Gabriel Salaté-Beaulieu et Maxime Thibault-Vézina. Je vais vous inviter à vous présenter rapidement, présenter rapidement votre organisation et votre fonction. Puis ensuite, on va plonger dans les questions. Donc, honneur à toi, Carmen, tu peux commencer le tour de table. Et bonjour à tous et à toutes. Carmen, je travaille chez Dynamo comme conseillère stratégique avec un profil en évaluation. Bon, moi, c'est Gabriel Salaté-Beaulieu. Donc, je travaille au TIES là, depuis depuis 2016 sur les thématiques de l'évaluation, la mesure d'impact social dans un contexte d'économie sociale et d'innovation sociale. Et voilà, TIES et Dynamo sont associés dans ce projet pour l'évaluation de Montréal en commun. Et Gabriel, peux-tu nous déplier l'acronyme Oui, TIES? territoire innovant en économie sociale et solidaire. Merci. Maxime. Donc, bonjour, Maxime Thibault-Vézina, récemment nominé chef de division du laboratoire d'innovation urbaine de la Ville de Montréal, qui est une division de la Ville de Montréal qui travaille sur des projets d'innovation technologique, d'innovation sociale, qui accompagne des unités d'affaires et qui gère aussi le programme Montréal en commun. Bonjour tout le monde. Alors, merci à vous 3. En fait, on va commencer avec toi, Maxime. J'aimerais te poser une première question, juste pour cadrer un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce que Montréal en commun et quels sont les objectifs visés de ce projet porté par le LIUM? Montréal en commun, c'est un programme d'innovation urbaine qui a démarré en 2019, après que la Ville de Montréal eut gagné le concours fédéral du défi des villes intelligentes. Peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler. En tant le premier récipiendaire de l'enveloppe, puis étant une grande municipalité, ça permettait quand même à la Ville de Montréal de déployer un programme de 50 millions de dollars sur 6 ans pour venir soutenir 12
douzaine, mais plus que ça dans les faits, là, de projets innovants portés par un grand réseau de partenaires, d'OBNL, d'universités, d'acteurs de l'innovation, en partenariat avec la Ville de Montréal, avec spécialement 2 volets d'intervention principale, c'est-à-dire l'accès à l'alimentation d'une part, en termes d'objectifs, puis la mobilité durable d'autre part. Donc, favoriser des options technologiques et sociales pour favoriser la transition écologique des quartiers en termes de mobilité puis d'accès à l'alimentation. Le projet qui avait été proposé, il est géré donc depuis 2019 par le Laboratoire d'innovation urbaine de la Ville de Montréal, le LIUM, considérant que le programme propose quand même d'expérimenter des solutions qui sont novatrices, puis des approches collaboratives pour le développement des milieux de vie, avec des approches vraiment centrées échelle humaine. Donc, on propose de tester dans un réseau de partenaires, mais aussi avec les citoyens, des solutions technologiques qui ont été développées avec les communautés, pas seulement pour les communautés. Donc, vous voyez un petit peu sur le schéma ici, il y a quand même plusieurs projets avec des objectifs puis une théorie de changement qui vise d'une part, entre mobilité, à favoriser des solutions de mobilité de quartier et de mobilité intégrée. Par rapport à la mobilité de quartier, par exemple, on soutient depuis 2020 l'organisation Solon dans le développement itératif de Locomotion, qui est une plateforme technologique qui permet à des habitants d'un même voisinage ou d'un quartier de mettre en commun des flottes de véhicules, des voitures, des vélos, remorques à vélo, etc. En alimentation, on a soutenu plusieurs projets technologiques et logistiques qui visent la mutualisation d'équipements, la collaboration aussi entre les acteurs pour adresser des besoins logistiques des organisations qui vont offrir des services alimentaires à Montréal. Ça permet d'accroître l'efficience de production, de distribution, parce que ça nous permet notamment de mutualiser des camions, des cuisines, des entrepôts, etc. Ça, c'est favorisé tant par la mise à disposition d'infrastructures, mais aussi leur mutualisation à travers des plateformes technologiques. Puis, on va aussi miser sur le renforcement des réseaux de collaboration dans le milieu en alimentation et en mobilité. Aussi, on va développer aider la RTM à développer des plateformes technologiques de mobilité intégrées pour faciliter l'expérience usagée pour le transport collectif, notamment, en intégrant des tarifications au sein d'une même application ou en facilitant la recherche de la carte puce avec le téléphone cellulaire, par exemple. Je vais essayer d'être plus rapide sans confondre les traducteurs, mais la posture, le pari que Montréal en commun fait, c'est que des approches de collaboration avec des OBNL, puis des universités, des approches d'expérimentation, d'agilité, de valorisation des données sociales, ça va nous permettre de développer des solutions à fort impact pour la transition écologique de Montréal. Des solutions qu'on va pouvoir déployer à grande échelle à Montréal ultimement. Une approche d'inclusion sociale de la métropole aussi, qui est vraiment présente dans ces stratégies-là. Le projet, il y a des objectifs qui sont institutionnels pour permettre de favoriser aussi dans l'administration des méthodes de travail axées sur l'innovation sociale, puis des processus collectifs d'apprentissage, avec une culture d'évaluation aussi qui est plus participative, puis évolutive pour nous permettre d'apprendre en continu de ce programme-là. Et c'est tous des principes que je viens de nommer que la Ville souhaite valoriser dans son processus de planification stratégique Montréal 2030, puis que Montréal en commun veut être un levier aussi pour atteindre ces objectifs-là. Merci Maxime. Donc c'est un projet, je dirais, diversifié. C'est un projet qui est rassembleur, qui rassemble un certain nombre d'acteurs, de soutien et porteurs de projets, et qui a, je dirais, l'évaluation en fait au cœur de ces principes. Donc on va glisser tranquillement sur la question de l'évaluation. Vous avez décidé, donc le LIUM a décidé de s'associer à deux partenaires, je dirais, de choix à Montréal, le TIES et Dynamo, pour piloter la démarche d'évaluation du projet. J'aurais envie de vous poser la question: en quoi consiste la démarche d'évaluation, à la fois en termes de méthodologie, de rôle, de complémentarité des deux organismes accompagnateurs?
Donc, qui veut répondre? Carmen. Je peux y aller. Vas-y. Alors, pour la démarche d'évaluation, je pense que c'est début 2021. Le TIES et Dynamo, on s'est associés, en fait. Ça faisait longtemps qu'on voulait travailler ensemble, nos deux organisations. Puis au lieu de déposer chacun de notre côté une demande auprès de la ville, en fait, une proposition auprès de la ville, on a profité pour mettre nos deux expertises en commun, puis s'associer pour le mandat d'évaluation puis de transfert des apprentissages. Donc, le TIES a une grande expertise en transfert, puis en évaluation de l'impact social. Dynamo a toute une expertise aussi d'accompagnement à des différentes collectivités pour des projets pour évaluer avec l'approche participative. Donc, on s'est mis ensemble en 2021, puis on a pris ce mandat d'évaluation dans le cadre de Montréal en commun. Et puis, c'est un mandat d'évaluation qui se découpe en plusieurs volets. Il y a un premier volet qui touche vraiment l'évaluation, donc la démarche d'évaluation en tant que telle. Puis, on a vraiment des approches sur lesquelles on se base. C'est l'approche participative, déjà d'une part. Donc, je vais pouvoir en parler un petit peu plus tard, qu'est-ce que ça veut dire par approche participative. Mais essentiellement, c'est d'impliquer plusieurs parties prenantes dans la démarche pour qu'ils s'approprient les résultats, puis qu'ils soient les premiers, la première ligne, en fait, pour réinvestir aussi ces résultats-là, puis que ça serve ultimement. On a aussi l'approche qui est évolutive. Maxime en parlait un petit peu plus tôt. Donc, c'est vraiment l'idée de suivre, en fait, l'innovation, de suivre les projets qui mènent des expérimentations, de suivre même l'équipe du LIUM qui innove en travaillant avec des nouvelles façons de faire dans la gestion d'un programme d'expérimentation, d'innovation comme Montréal en commun. Donc, on accompagne vraiment à côté de cette innovation-là en évaluant, en documentant ce qui est en train de se faire, puis en se posant les bonnes questions sur qu'est-ce qu'on a envie d'apprendre, qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre dans ce programme-là pour avancer, pour s'améliorer, pour s'ajuster. Donc voilà, puis disons la dernière approche sur laquelle qu'on utilise et qu'on aime bien mettre de l'avant, c'est l'approche axée sur l'utilisation. Donc, c'est vraiment l'idée que, en fait, les résultats d'évaluation doivent servir. S'ils ne servent pas, s'ils ne sont pas utiles, à quoi bon? Et donc, c'est vraiment le piège de tout évaluateur ou évaluatrice, là, le cauchemar, en fait, de se dire que notre rapport d'évaluation va être tabletté, puis personne ne va le lire, puis ça va servir à rien. Donc, l'approche axée sur l'utilisation nous permet vraiment de se poser la question à qui vont servir ces résultats-là concrètement, de qui on parle et à quoi vont servir ces résultats d'évaluation. Donc, c'est vraiment toujours dans notre tête quand on mène la démarche d'évaluation. Je dirais que ça, c'est pour l'évaluation. Sinon, rapidement, on a aussi un rôle dans Montréal en commun qui est le renforcement des compétences en évaluation, des capacités. Donc, on mène ça sous plusieurs angles. Donc, on a un comité d'évaluation avec lequel on travaille. On a aussi mis en place l'année passée une communauté de pratique qui vise vraiment à partager, échanger autour de l'évaluation dans Montréal en commun, partager les expertises, les expériences de tous les partenaires de projet. Excuse-moi, Carmen, quand oui, tu parles des partenaires de projet, tu parles à la fois des projets qui sont soutenus par le lieu, est-ce que tu parles des autres acteurs que Maxime nous montrait sur le graphique, et est-ce que tu parles aussi de l'équipe elle-même de la ville de Montréal et du LIUM? Oui. Ben, en fait, dans notre communauté de pratique, on a les deux. Donc, on a les partenaires qui sont donc les projets financés par le programme Montréal en commun, qui sont autour de 13, 14. Puis, on a aussi quelques membres de l'équipe du LIUM aussi. Donc, on a, pour l'instant, on a des personnes dans notre comité d'évaluation et dans la communauté de pratique, des membres de l'équipe du LIUM également. D'accord. Oui. Vas-y, excuse-moi. Non, ben ça va. En fait, j'allais juste faire un dernier petit point sur tout ce qui est transfert. Donc, le programme aussi vise à transférer des apprentissages, capter des apprentissages qui sont générés dans les différentes expérimentations et les transférer. Donc, on a tout un volet aussi là-dessus. Ok, super. Donc, tu nous as parlé d'une démarche qui est participative, évolutive, axée sur l'utilisation, avec du renforcement de capacité. Si on revient sur la dimension participative, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment les différentes parties prenantes sont impliquées, en fait?
Oui, c'est ça. Ben, je vous inviterai à regarder le schéma qu'on a mis. En fait, c'est ça, ça explique un petit peu la démarche d'évaluation ou les démarches. On travaille avec des boucles évaluatives qui sont donc des itérations sur à peu près 1 an où on travaille avec un comité d'évaluation. Donc, l'étape 1, qui est la création du comité, qui est composé de tous les représentants des projets financés dans le cadre de Montréal en commun et du LIUM. Donc, on travaille avec ce comité d'évaluation pour se poser la question, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir, qu'est-ce qu'on a besoin comme information pour avancer dans le programme, pour ajuster nos façons de faire, pour améliorer le programme. Donc, c'est vraiment dans le comité d'évaluation qu'on a cette dimension participative. Et plus tard aussi, quand on est dans la collecte, bien évidemment, les partenaires sont aussi impliqués, le LIUM aussi, dans cette collecte-là. Et dans l'interprétation des résultats, donc la dimension participative se retrouve aussi beaucoup dans l'analyse collective des résultats d'évaluation. Donc, on arrive avec des premiers constats d'évaluation, une fois qu'on a collecté nos données, on arrive avec des constats, des résultats préliminaires. Puis c'est vraiment important dans l'approche participative d'impliquer tous ceux qui sont proches de l'action, du projet, du programme, à venir interpréter avec nous les résultats pour qu'on s'assure que les recommandations soient les plus en phase avec vraiment les besoins du projet puis la réalité du programme. Ok, super. Donc, une implication des participants à chacune ou presque en fait de toutes ces étapes. Maintenant, donc, tu nous as très bien décrit la stratégie d'évaluation. J'ai envie de me tourner peut-être vers Gabriel maintenant avec une question qui est en fait quelles sont les principales avancées et les principaux effets de cette évaluation participative jusqu'à maintenant. Alors, on va d'abord parler des partenaires et puis ensuite, je reviendrai à Maxime pour les acteurs villes. Oui, oui, ben c'est ça. Donc, on est dans la 3e année d'évaluation. Là, on disait qu'on fonctionnait par boucle, donc une 3e boucle d'évaluation. Dans les premières, on s'est penché sur les principes. Maxime, dans sa présentation de Montréal en commun, a indiqué que Montréal en commun était guidé par une série de principes. C'est ça qui permet de rassembler des projets qui sinon sont parfois un peu éparses là, en mobilité, données, alimentation. Et donc, on est allé vérifier la compréhension et l'intégration de certains de ces principes. Donc, dans la première année, on s'est intéressé aux questions de collaboration et d'implication citoyenne. On a aussi vérifié si les notions d'expérimentation et de gestion agile étaient comprises et appliquées. Puis, on s'est demandé au cours de la 2e année là, comment les données et les technologies étaient mobilisées en accord avec la vision du programme. Donc, ça, c'est d'une part ce que permet de faire l'évaluation, c'est de générer des connaissances là-dessus et des recommandations. D'autre part, ben, on s'intéresse aussi aux effets des projets en sachant que c'est des expérimentations, donc des tests qui, pour le moment, visent pas à générer des effets sur l'ensemble des Montréalais, des Montréalaises. C'est des expérimentations, mais on peut quand même tirer les apprentissages de tout ça. Donc ça aussi, c'est un grand volet qu'on évalue, là. Bien entendu, ben, c'est ça, on parlait là, des activités de renforcement des capacités. Donc, on a un comité d'évaluation, communauté de pratique. On a aussi des rencontres individuelles qui visent à soutenir chacun des projets dans la mise en œuvre de sa propre stratégie d'évaluation. Donc, nous, dans ce temps-là, on joue un rôle conseil. Par ailleurs, on a travaillé dans la première année surtout à raffiner une théorie du changement qui pourrait guider l'ensemble des projets évoluant dans Montréal en commun. Une théorie du changement qu'on n'affiche pas à l'écran parce qu'elle est un peu trop complexe et détaillée pour un PowerPoint, mais qui est disponible en ligne et qui nous a servi notamment à donner c'est ça, à guider notre travail de compilation des résultats qui étaient générés dans le cadre du programme pour dégager une sorte de vue d'ensemble. Ça, c'est vraiment un défi sur lequel on pourra revenir plus tard. Et finalement, ben, tout ce travail-là d'évaluation, il vise évidemment à formuler des recommandations qui sont mises en œuvre au mieux possible là, par l'équipe du LIUM et les autres partenaires des projets de Montréal en commun.
D'accord. Maxime, je me tourne vers toi pour les principales avancées et faits pour la ville. Ben, c'est certain qu'à partir du moment où on voulait avoir une approche collaborative, on a développé un programme qui se voulait collaboratif, puis axé sur l'apprentissage, l'itération, la capacité de s'améliorer en continu. Donc, on a réalisé que les outils qu'on avait déjà implantés au niveau plus des organisations publiques ne répondaient pas vraiment à ces besoins-là. Ça nous prenait la capacité des acteurs, comme ETIAS et Dynamo, qui avaient la capacité de nous appuyer avec des théories de changement, des questions axées sur l'évaluation, puis des méthodes participatives axées sur l'apprentissage. Pour être capable de conduire un programme en mode agile, ça prend une évaluation puis des recommandations qui te permettent de pouvoir intégrer des apprentissages en continu. Donc, on avait déjà nommé cette volonté-là dans la candidature de Montréal en commun, de faire des boucles itératives dans le cadre du programme, mais avec un certain flou sur comment on allait le faire. Donc, on a travaillé, réfléchi beaucoup avec l'équipe du TIES Dynamo pour avoir de la clarté sur quelles sont justement ces questions d'évaluation-là auxquelles on aurait besoin d'apporter une réponse pour être capable de voir si le programme allait dans la direction qu'on s'était fixé et sinon de porter des changements. Donc, là-dessus aussi, il fallait être capable de récolter des données d'évaluation issues de beaucoup de projets qui étaient différents, avec des cultures d'évaluation différentes. Donc, l'idée de se rassembler au sein d'une communauté de pratique pour se donner un vocabulaire commun, des objectifs communs, une complémentarité au niveau des stratégies d'évaluation, c'était quand même essentiel. Puis c'est une stratégie qui a payé. Puis on voit quand même qu'il y a une montée en compétences au sein des organisations qui sont partenaires de Montréal en commun en matière d'évaluation, qui est ça, un objectif qui n'était pas nécessairement mesuré au début par le programme. Une montée en compétences du LIUM aussi par rapport aux questions d'évaluation. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'on a développé une stratégie d'évaluation qui intègre des recommandations dans sa planification pour s'assurer justement que l'évaluation serve à l'amélioration continue. Très concrètement, on se fait des ateliers de travail avec les partenaires, puis avec les activités du LIUM pour déjà, dans un premier temps, s'entendre sur comment est-ce qu'on va améliorer le programme pour atteindre nos objectifs communs. C'est quoi nos objectifs communs? Puis ensuite, comment est-ce qu'on va, du côté du LIUM, puis des partenaires des fois, livrer certaines choses qui vont nous permettre de faire des ajustements pour atteindre nos objectifs dans le cadre du programme Montréal en commun. Est-ce qu'on a besoin de faire des ajustements au niveau de la façon dont on travaille ensemble ou de la façon dont on suit les projets? Tout ça amène des recommandations qui, depuis le début, nous ont permis de renforcer les liens de partenariat avec Montréal en commun, d'avoir plus de clarté sur qu'est-ce qu'il fallait changer par rapport aux interventions des partenaires et du programme pour atteindre nos cibles en alimentation et en mobilité. Est-ce que tu aurais un exemple d'ajustement qui s'est fait en temps réel? Oui, très concrètement, on a beaucoup axé la dernière boucle d'évaluation sur la capacité de travailler ensemble et de mettre en valeur nos données communes dans le cadre du programme. Donc, on a bonifié, amélioré nos outils au niveau d'une communauté de pratique en gouvernance de données, aussi au niveau d'un suivi plus accru, puis d'ajustement par rapport à nos objectifs sur la gouvernance de données des projets, en écoutant vraiment qu'est-ce qui était le besoin réel des partenaires en matière d'accompagnement pour la gouvernance de données. Donc, ça a permis au LIUM puis à Nord Ouvert d'ajuster ses interventions avec des recommandations très claires qu'on a pu intégrer à notre planification au courant de l'automne. Ok, donc l'organisation Nord Ouvert qui est aussi partenaire en fait dans la dimension donnée en fait. Gouvernance de données, oui, tout à fait. Projet. Super. J'ai envie de te poser une autre question, Maxime. Je suis curieux de savoir si, peut-être que c'est encore trop tôt, mais quel est l'impact au niveau de la ville de Montréal de façon plus large, donc au-delà du LIUM. Est-ce que vous observez un impact en fait de cette approche-là d'évaluation participative et d'évaluation évolutive en boucle en fait dans des pratiques d'autres services de la ville, ou est-ce que c'est encore trop tôt?
On a commencé à diffuser, à faire rayonner un peu ce qu'on fait dans Montréal en commun vers d'autres équipes qui travaillent notamment sur des programmes comme le quartier inclusif et résilient. Puis là, je vois qu'il y a des collègues du service de la culture qui sont présents aujourd'hui, qui étaient curieux de voir ce que Montréal en commun faisait au niveau de l'évaluation. C'est sûr que nous, on est encore en mode expérimentation par rapport à intégrer une approche évaluative, puis une approche d'évaluation évolutive et participative. Nous-mêmes, on est encore en mode apprentissage puis ajustement par rapport à ça. Nous, l'équipe du TIES Dynamo, l'équipe du LIUM aussi. Donc, on espère que ce qu'on va avoir réussi à faire dans le cadre de l'évaluation de Montréal en commun va pouvoir être répliqué à d'autres services. En tout cas, c'est l'objectif institutionnel qu'on se donne. Ok, super. Alors, j'ai une autre question. En fait, c'est un projet qui en soi est complexe parce qu'il rassemble un certain nombre d'acteurs autour d'une diversité. Vous l'avez bien expliqué, autour d'une diversité d'initiatives qui sont des initiatives innovantes. Donc, j'imagine que ce que vous nous partagez, c'est que c'est un projet qui génère, notamment grâce à la stratégie d'évaluation, beaucoup d'apprentissage. Mais j'imagine qu'il y a aussi des défis dans la mise en œuvre de ce projet. Donc, j'avais envie de vous demander de nous partager un petit peu, d'abord du côté des partenaires et puis ensuite pour la ville, quels sont les principaux apprentissages et défis en fait de ce projet jusqu'à maintenant, et puis aussi pour la suite des choses. Ben, tu as un peu nommé le premier défi dont je souhaitais parler, c'est effectivement la grande complexité du programme. Donc, on le répète là, parce que ça sera pas trop de le dire plus d'une fois. Une douzaine de projets en mobilité, en alimentation, qui sont appuyés par la notion de données, par certains pôles de données. Et en plus, au sein de chacun de ces projets-là, ben, il y en a certains d'entre eux qui sont des programmes dans le programme, là. Je pense au Salim qui est géré par Récolte ou Mobilité de quartier de Solon. Donc, c'est ça. Quand Donc, vous un disiez qu'il y apport. avait, quand vous disiez qu'il y avait comme 13 projets dans Montréal en commun, si on compte ces projets de programme-là, il y en a peut-être une trentaine de projets, là. C'est un réseau complexe. D'accord. Et donc, mais à toutes ces organisations, tous ces individus au sein des organisations qui sont impliqués dans les projets, ben, on leur dit, vous appartenez à un programme, à une vision commune qui s'appelle Montréal en commun. Et des fois, on peut éprouver une difficulté à s'y retrouver là-dedans. Donc, un rôle, un apport spécifique de l'évaluation dans ce contexte-là, c'est de contribuer à donner une vue d'ensemble, non seulement aux membres de l'équipe du LIUM qui travaillent là-dessus à tous les jours, mais surtout aux porteurs de projets qui apportent leur petite pierre à l'édifice puis qui aiment ça voir ben, quelle sorte d'édifice ça donne en bout de ligne. De ton côté, Maxime? Ben, essentiellement, le grand de la difficulté, autre que Gabriel a nommé, tu sais, des fois oui, effectivement, de mobiliser les partenaires autour d'une vision commune, alors que des projets, des fois, on a de la misère à les unifier dans une vision commune, même s'il y a des principes qui rassemblent certains, moins d'autres, puis d'autres principes qui vont rassembler d'autres. Mais je pense de déployer une approche d'évaluation évolutive et participative, faut pas sous-estimer à quel point ça peut être innovant dans une administration publique, une grande administration publique, dans la mesure où est-ce que ces approches-là, ils sont basées sur, tu sais, comme orientés apprentissage, changement. C'est basé beaucoup sur la confiance avec des parties prenantes qui sont externes d'une administration qui a beaucoup l'habitude de travailler en mode plus corporatif. C'est pas un outil de travail qui est très établi dans les organisations publiques, là, à l'exception de certains ministères fédéraux comme Affaires mondiales ou en développement international qui sont plus proches de ces outils-là. Euh, il y a certaines équipes qui peuvent accueillir parfois avec une certaine méfiance. En tout cas, ça crée de l'insécurité, des fois, de s'ouvrir aux rétroactions de partenaires externes pour une organisation publique. Ils ont plutôt l'habitude de se mettre en posture de contrôle par rapport aux dépenses publiques puis aux partenariats, ce qui est important par ailleurs, mais
souvent, on confond évaluation et reddition de compte. Il y a une reddition de compte en place dans le cadre de Montréal en commun qui vise d'autres objectifs, parfois complémentaires au niveau du suivi d'indicateurs et tout ça qui sont dans notre reddition de compte, mais qui n'ont pas les mêmes objectifs. La reddition de compte, c'est du contrôle de qualité, effectivement. C'est du contrôle de dépenses. Là-dessus, on est obligé de le mettre en place, c'est des fonds publics. Mais on a une approche parallèle d'évaluation qui a d'autres objectifs d'apprentissage collectif, de mise en commun des connaissances, de transfert de connaissances. Et c'est pas nécessairement des pratiques qui sont souvent en place dans les organisations publiques, puis ça peut générer un petit clash culturel chez certaines personnes, puis des gestionnaires avec qui je suis amené à travailler. On sent cependant qu'il y a de plus en plus d'ouverture vers ça. Si on regarde Montréal 2030, la collaboration, l'innovation, la volonté de se mettre en posture de collaboration avec des partenaires externes est extrêmement valorisée par l'organisation. Donc, on s'attend à voir de plus en plus ce genre d'approche d'évaluation-là dans l'administration. Mais bon, le gros de l'enjeu, c'est de convaincre des fois d'investir dans l'évaluation par rapport à ce que ça peut rapporter à un programme. Les impacts sur l'organisation, sur les projets est immense, mais la valeur que ça peut représenter doit être vendue dans une organisation. Super. Merci, Maxime. On va glisser tranquillement vers les questions des participants et des participantes. Est-ce qu'avant ça, Carmen, tu voulais faire un ajout? On avait listé un autre défi là, sur la diapo. Ah, ok, excusez. Non, il n'y a pas de souci. Oui, en fait, on avait Dis-moi, un petit... Il y avait un petit point qui concernait aussi un des défis qu'on a rencontrés, c'est dans le renforcement des capacités en évaluation des partenaires. On s'est retrouvé du fait de la diversité des partenaires dans le programme à différents niveaux de langage, différentes terminologies qui sont utilisées. Donc, on a des partenaires qui travaillent beaucoup avec les méthodologies agiles. Donc, ils ont un certain jargon. On a d'autres partenaires qui travaillent dans le public ou parapublic, donc avec un autre vocabulaire, des terminologies. Puis nous, on arrive avec le vocabulaire de l'évaluation participative. Donc, ça demande un ajustement, de trouver un certain langage commun, de comprendre de quoi on parle, puis en fait de voir qu'il y a plein de liens dans ce qu'on fait chacun de notre côté, mais ça prend un certain moment pour trouver ce bon niveau-là de conversation. Oui, tout à fait. Moi, c'est un défi aussi que je rencontre dans ma pratique. Et je vais en profiter pour faire un petit placement de produit. J'ai demandé à Jamie de partager le lien vers le microsite du TIES que Gabriel a piloté, qui est vraiment une ressource très intéressante en français et en anglais, notamment autour des concepts, du vocabulaire. C'est très, très clarifiant, en fait, comme ressource. Donc, j'imagine que vous l'avez utilisé aussi dans votre projet, évidemment. Donc, Jamie, si tu peux le partager, c'est le lien qui est highlighté en rose dans notre document. Alors voilà, on a quelques questions des participantes. Je vais commencer par une question qui m'a été envoyée par une personne sur ma boîte courriel d'abord. Et je l'avais cette question aussi, donc je vais commencer par celle-ci. On est sur un projet d'innovation qui touche ultimement les citoyens et les citoyennes de Montréal. On parle d'alimentation, de mobilité. Donc, je voulais vous demander comment les personnes, les citoyens et citoyennes et les personnes avec je dirais, l'expérience vécue en fait, des enjeux qui sont traités dans ces projets-là, comment elles ont été impliquées dans les évaluations? Est-ce que c'est via chacun des projets? Comment la partie citoyenne est intégrée dans l'évaluation participative, le cas échéant? Peut-être que je peux commencer, puis vous pourrez compléter Gabriel puis Carmen. Donc, là-dessus, on se base énormément sur l'évaluation que les partenaires font de leur projet. D'accord. Chaque partenaire a été amené à fournir une stratégie sur comment est-ce quelles données il allait récolter pour être capable de mesurer l'atteinte de ses objectifs. Donc, c'est sûr que des projets comme, par exemple, mobilité de quartier avec locomotion, les tiers-lieux et tout ça, qui a énormément ces interventions sur les citoyens,
a prévu beaucoup d'analyses puis de récoltes par rapport aux effets des citoyens en termes de changement de comportement sur les citoyens, sur l'engagement des citoyens aussi dans les projets. D'autres projets, comme par exemple Mutuali, va travailler pas directement avec les citoyens, mais avec des organismes communautaires qui les desservent et va avoir des objectifs d'évaluation autres. Et donc, ils vont plus travailler, impliquer des organismes, puis leur capacité à avoir accès à plus de denrées alimentaires grâce au projet que directement sur les citoyens. Donc, les projets sont assez variables entre les projets qui rejoignent vraiment puis qui impliquent directement des citoyens. Chaque projet a des objectifs différents, donc des utilisateurs différents avec qui tester les solutions. Je ne sais pas si Carmen, Gabriel, vous vouliez compléter, pardon. Ok, donc on peut passer à une autre question. Donc Anne-Marie nous demande, est-ce qu'il existe une cartographie des acteurs et des parties prenantes de Montréal en commun? Ça s'en vient. Ça va. Il y en a déjà une. Il y en a une qui a été publiée là, lorsque le programme a été annoncé en 2020. Elle n'est plus très à jour, donc il y a une mise à jour qui se prépare. Je crois pas qu'il y ait une date. On promettra pas de date aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a déjà, en termes de cartographie haut niveau, il y a la théorie de changement du programme qui est quand même capable de cartographier qui sont les acteurs en place, sur quel objectif du programme plus généralement ils travaillent. Mais pour une cartographie de géographiquement où est-ce que les interventions sont faites, il y a une mise à jour qui est en train d'être faite et qui va être rendue disponible sur montréal.ca. On espère d'ici la fin de 2023. D'accord. Et j'en profite pour vous demander, pour avoir accès, vous avez parlé tout à l'heure de la théorie du changement du projet, pour avoir accès à toutes ces informations, on s'inscrit à l'infolettre et on va sur le site de Montréal en commun. J'imagine que ce sont les deux façons les plus évidentes d'avoir de l'information. Je vais pas afficher le lien vers l'infolettre, mais Jamie va l'afficher dans le chat. C'est assez simple pour l'infolette. Vous allez sur la page sur montréal.ca de Montréal en commun, puis il y a un lien pour s'inscrire. D'accord. Et puis, elle sera de toute façon dans le PowerPoint qu'on va partager. Oui, exact. Donc, voilà. Donc, Je rajouterais, c'est pas encore tout à fait prêt, là, mais il y a aussi une plateforme là, qui va être lancée le 30 novembre prochain qui s'appelle En commun, sur laquelle il y a un module qui s'appelle Praxis, sur lequel l'ensemble des partenaires de Montréal en commun ont été invités à aller noter leurs principaux apprentissages pour pouvoir les partager. Donc, il y aura dans les prochains mois un dévoilement à ce sujet-là et ça deviendra un endroit pour faire atterrir vraiment toute la documentation qu'on est susceptible de rechercher là, en lien avec Montréal en commun. Ok, c'est super. Donc, on ira voir ça. On avait une autre question d'Anne-Marie également sur les grandes, à haut niveau, les grandes recommandations maîtresses qui ont été identifiées jusqu'à maintenant. Donc, est-ce que vous pouvez nous partager quelques exemples de recommandations, je dirais, à haut niveau du projet issues de l'évaluation? À haut niveau, c'est une contrainte. Disons que, tu sais, à l'issue de la première boucle, il y avait 17 recommandations. À la suite de la seconde, il y en avait une quinzaine. Sont très précises. Souvent, elles sont publiques. N'importe qui peut aller les consulter, mais elles concernent un nombre très restreint de personnes qui œuvrent directement dans le programme. Et là, ben, généralement, c'est clarifier les attentes par rapport à tel processus ou principe qui a été mis de l'avant dans le cadre du programme, revoir telle façon de soutenir les capacités par rapport au sujet, inviter telle organisation à organiser un webinaire pour clarifier la notion de gestion agile. C'est ce genre de recommandations qui se fait. C'est quand même important aussi de nommer qu'au-delà des recommandations, ce que l'évaluation nous permet de produire, c'est des données, des analyses sur les données qui sont soumises par les partenaires, puis qui nous permettent d'avoir une vue d'ensemble sur est-ce qu'on atteint nos objectifs par rapport à notre théorie de changement aussi, puis quels sont les ajustements qu'on devrait faire. Donc, il y a des recommandations au niveau par rapport aussi à nos interventions, de comment est-ce qu'on anime la communauté pour atteindre des objectifs en termes d'accès à l'alimentation,
en termes de gouvernance de données, en termes d'expérimentation réglementaire aussi. Donc, on est capable de donner comme ça un meilleur soutien à nos acteurs. D'accord. Ok. Donc, Gabriel, tu as commencé à répondre à cette question-là avec la plateforme, et on a une question de Sandes Halal qui nous demande, est-ce que vous avez commencé à réfléchir à la valorisation des résultats et à la manière de les communiquer et de les diffuser? Donc, la plateforme dont tu nous as parlé, Gabriel, est-ce qu'il y a d'autres façons prévues de communiquer les résultats, je dirais, à moyen long terme? Vous voulez qu'on parle des data parties, les festivals? Des festivals, peut vous y avez aller. des festivals? On a mis en place effectivement à chaque fin de boucle, on a des data parties ou des festivals qu'on organise avec les partenaires. Donc, c'est vraiment l'occasion de partager nos grandes conclusions, nos recommandations, d'en discuter avec tous les partenaires du projet et l'équipe du LIUM, de s'approprier aussi ces recommandations-là. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait effectivement à chaque fin de boucle d'évaluation. Autrement, les résultats sont partagés, sont diffusés sur cette plateforme Praxis et à l'ensemble des partenaires et l'équipe du LIUM. Et puis, tout ça. Pour l'instant, c'est ce que j'ai. Oui, c'est ça. Notre intention avec Praxis, c'est de constituer un leg, d'une part. Tu sais, le programme va avoir une fin, mais il va quand même en rester quelque chose. C'est le fruit des expérimentations, c'est les apprentissages. Donc, ce sera l'endroit pour aller les retrouver à long terme. Puis, ça va permettre d'aller rejoindre, disons, des publics spécialisés. On s'adresse pas vraiment aux citoyens en général. On va plutôt aller viser les communautés de personnes qui travaillent en alimentation, qui travaillent en mobilité et qui travaillent dans les administrations publiques, en particulier les employés, les autres services de la Ville de Montréal. Donc, au cours des prochaines années, il va y avoir des efforts supplémentaires qui vont être déployés pour aller rejoindre ces publics cibles-là. OK. Alors, on a plein de questions, c'est super. Je pense que votre présentation suscite beaucoup d'intérêt. On a une question d'Émilie qui nous demande, pourriez-vous donner un ou deux exemples d'activités d'évaluation participative menées par les partenaires? Donc, menées par vous ou éventuellement menées par des organismes, des projets soutenus. Il y a plusieurs tests qui sont conduits avec des utilisateurs, par exemple la solution Locomotion pour améliorer, donc des citoyens pour améliorer la plateforme en continu, par exemple, en mode agile MVP, là, si on veut. Dans d'autres circonstances, c'est sûr qu'il y a des activités comme des ateliers, des focus groups qui se font dans les projets du programme Récolte pour voir comment est-ce qu'eux, ils peuvent améliorer les solutions qui sont développées en termes d'accès à l'alimentation, des sondages aussi qui sont envoyés, mais en termes de démarche participative, comme on l'avait nommé un peu plus par rapport à l'évaluation du programme, c'est que nous, on utilise des activités, des ateliers de travail collaboratif, de co-construction autour autant de nos questions d'évaluation du côté de TIAS Dynamo, identifier ensemble les questions d'évaluation que les partenaires ont envie de se poser ensemble, d'animer aussi des processus collectifs sur les recommandations qu'on a besoin de faire par rapport à l'amélioration du programme. Recueillir la rétroaction des partenaires, évidemment, se fait par des ateliers de travail avec eux. Ouais, dans notre travail, là, parce que Maxime, tu as commencé à répondre en parlant de comment les projets peuvent, dans leur stratégie d'évaluation, être participatifs, mais dans notre travail, nous, c'est vraiment l'étape de l'analyse collective qui est le moment où les partenaires du projet, du programme Montréal en commun, ne sont pas simplement un input vers lequel on va récolter des données. On leur présente les constats qui sont issus on leur propre portrait de qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils sont. Et c'est eux ensuite qui vont tirer des conclusions et formuler des recommandations pour la suite du programme. OK, super, merci. J'aurais envie d'ajouter aussi, dans les 13 projets, il y a aussi un projet qui est
l'évaluation des partenaires en alimentation, donc qui est menée par la chaire de recherche sur la transition écologique. Puis eux aussi, donc, ils ont mené, dans le cadre de leur projet Montréal en commun, un travail assez important aussi avec les partenaires en alimentation pour travailler sur une théorie du changement pour le volet alimentation et toutes sortes d'indicateurs pour pouvoir mesurer toutes sortes de choses sur les projets en alimentation. Donc, il y a aussi cette dimension-là qui s'ajoute dans le programme. J'ai une autre question. On a encore un petit peu de temps. Donc, si vous êtes prêts à continuer, on continue. Est-ce que vous êtes au courant si d'autres villes au Canada qui participent au défi des villes intelligentes ont aussi mis en place des démarches d'évaluation participative similaires à celle-ci ou différentes? Maxime, on sait qu'il existe d'autres villes qui ont remporté Ouais, il y a des 4 autres prix dans villes. le cadre du défi, des plus petits montants. Ouais, il y a des plus petits montants de l'ordre de 5 millions, 10 millions. Il y a Guelph qui a remporté qui a remporté pour un projet en alimentation. Le Nunavut qui a remporté aussi les communautés du Nunavut pour un projet innovant en prévention du suicide. Il y a Bridgewater en Nouvelle-Écosse. J'essaie de me rappeler. Je pense aussi en accès à l'alimentation. Mais on a assez peu de contacts entre les partenaires du programme du défi des villes intelligentes. Il y a eu relativement peu de moments où est-ce qu'on a pu se rassembler pour discuter puis échanger sur nos pratiques. Donc, en matière d'évaluation, j'avoue ne pas connaître qu'est-ce qui a été déployé dans le cadre du programme par d'autres municipalités. Ok, merci. On va terminer avec une dernière question. Pouvez-vous nous parler d'un exemple de la gouvernance des données, des mécanismes de suivi et d'ajustement selon les besoins réels? Un exemple en lien avec l'accès à la saine alimentation, par exemple, ou la transition écologique d'un quartier. Donc, on est plus sur la partie gouvernance de données autour des projets. Par rapport à la gouvernance de données, il y a plusieurs projets qui ont été mis en place, qui sont des projets transversaux qui permettent de favoriser, dans le fond, autant l'accès à l'alimentation que la mobilité. Notamment, il y a un pôle de données en mobilité qui était porté par Jalon, puis qui est maintenant porté par l'Agence de mobilité durable, qui permet de mettre en commun et valoriser des jeux de données sur la mobilité à Montréal pour l'ensemble des acteurs. Donc, là-dessus, on est vraiment dans un projet de vulgarisation de données ouvertes, d'analyse des données, de valorisation des données qui va servir à l'ensemble des acteurs en alimentation, qui va permettre aussi de travailler sur des enjeux qui vont servir à plus long terme en termes d'interopérabilité des systèmes d'accès de données pour les acteurs en données. Nord-Ouvert aussi, beaucoup de projets technologiques vont générer des données. Donc, Nord-Ouvert va donner un accompagnement en termes de comment est-ce qu'on gère ces données-là de manière éthique, responsable, en se conformant aux lois aussi pour les organisations. C'est sûr que ça aide beaucoup. Puis aussi, à l'intérieur même des programmes en alimentation, il y a toute la volonté de mettre en commun des indicateurs et des données au sein pour conduire des évaluations en commun pour justement favoriser notre capacité à identifier les besoins en termes d'accès à l'alimentation, les retombées positives de nos interventions en mobilité aussi, nous permettre de mieux travailler ces aspects-là à long terme à la Ville de Montréal. Donc, il y a tout un réseau de partenaires dans Montréal en commun, puis même de plus en plus à l'extérieur, qui travaillent dans cette mise en commun-là, la valorisation de données. Nord-Ouvert aussi, dans le cadre du programme Montréal en commun, a développé beaucoup d'outils et une communauté de pratique pour être capable d'outiller mieux les organisations de Montréal qui souhaitent bien gérer leurs données puis mettre en commun leurs données aussi. Donc, les impacts de ça vont être durables. Okay. Si on veut en savoir plus, de toute façon, on se connecte aussi sur la plateforme, on s'inscrit à votre infolettre pour pour connaître un peu les futures évolutions, les retombées. On a beaucoup de personnes, on a plusieurs personnes qui ont posé des questions qui vous remercient, donc je voulais vous le signaler. Une personne qui nous dit, Myriam qui nous dit, je crois que les autres villes intelligentes auraient avantage à connaître ce que vous faites, ce qui s'est fait à Montréal. Donc, c'est vrai.
Je pense qu'on a fait le tour des questions. On est à l'heure, c'est vraiment super. J'aurais envie de faire un dernier tour de table avec vous trois, avec une question, je dirais, plus générale, mais directement liée à votre expérience. Quelles sont les choses à garder en tête ou quels sont les éléments que vous retenez lorsqu'il s'agit d'évaluer une innovation, notamment une innovation urbaine une stratégie d'innovation urbaine comme celle-ci? Quels seraient vos un ou deux conseils je dirais, à partager, à garder en tête lorsqu'on évalue l'innovation? Vas-y. Ben, en fait, je me dis tout simplement de rester adaptatif, de rester flexible, puis vraiment ouvert à ce qui arrive parce qu'on a beau planifier la démarche d'évaluation à partir de questions qu'on se pose à un stade. euh, Au début, c'est ça, au début d'une boucle d'évaluation, il est possible qu'il y a d'autres besoins qui s'ajoutent en cours de route. Il est possible qu'il y a des questions qui émergent qui deviennent maintenant beaucoup plus prioritaires et d'autres moins. Donc, de rester proche des innovateurs et des innovatrices pour s'ajuster en cours de route puis ajuster la stratégie d'évaluation. Ouais, et d'où aussi la méthode d'évaluation évolutive en boucle qui permettrait. Exact. Ben, je pense que c'est d'adapter sa posture. Comme quand on conduit des expérimentations, il faut mettre de côté un peu notre posture d'expert, puis se mettre dans une démarche plus empathique, puis d'écoute par rapport pour être capable de recevoir des rétroactions des partenaires, des utilisateurs, des solutions qu'on essaie de développer. Donc, je pense que ça, c'est fondamental à toute stratégie d'innovation. Ça demande un certain changement de posture par rapport aux organisations publiques, mais qui est possible. Je pense qu'on est capable de le démontrer à travers Montréal en commun, même si c'est à plus petite échelle. Mm. Je suis encore en train de buter un peu sur la formulation de la question, là. C'est parce que, tu sais, on est dans le cadre de ce mandat-là, on n'évalue pas forcément des innovations, on évalue un programme qui lui-même doit permettre Faire des et innovations. soutenir des innovations. Donc, ce qu'on a commencé à faire et que j'aimerais développer, donc je suis peut-être pas encore capable de le présenter comme un conseil, c'est plutôt un questionnement qui m'anime en ce moment, là, c'est d'aller porter une attention sur les conditions qui permettent l'évaluation, donc, pardon, les conditions qui permettent l'innovation. Donc, est-ce qu'il y a une culture organisationnelle qui est propice? Est-ce qu'il y a un niveau de maturité des organisations qui portent le projet qui est suffisant? Est-ce qu'il y a la flexibilité nécessaire pour être capable de se réadapter? Donc, tout c'est ça des choses qui touchent là, la culture organisationnelle qui valent la peine d'être explorées pour définir, pour arriver à répondre à la question, est-ce que ça, c'est un bon programme d'innovation? Est-ce que c'est un programme qui va permettre l'innovation? C'est sûr que pour faire du pouce un peu sur ce que Gabriel dit, même à l'intérieur de la ville, le fait que Montréal en commun soutient des projets pilotes, puis qu'on livre des résultats en termes de projets pilotes, c'est pas toujours compris. C'est-à-dire que lorsqu'on présente des résultats d'un projet pilote, c'est pas le même résultat d'un projet qui a changé d'échelle ou qui a été déployé à grande échelle sur l'île de Montréal. Donc, ça demande un certain travail de contextualisation de qu'est-ce que l'expérimentation, qu'est-ce qu'un projet pilote, puis de vendre aussi à des décideurs que ce qui est important, c'est autant l'apprentissage que le résultat en termes de légumes produits. Puis ce que le résultat en termes de légumes produits nous renseigne dans le cadre d'un projet pilote, c'est le potentiel si on le met à l'échelle. Mais ce qui a été généré comme apprentissage en continu dans la gestion du programme puis dans l'administration des projets, c'est des apprentissages qui vont permettre de développer des solutions qui ont un fort potentiel d'impact si on les met à l'échelle. Puis certains des projets de Montréal en commun sont en train de se mettre à l'échelle, puis on commence à avoir des impacts à grande échelle. Mais des fois, il y a des projets qui ne fonctionnent pas, mais les apprentissages qu'ils ont générés sont plus importants parce que ça permet, s'ils sont transférés, de ne pas reproduire à la Ville de Montréal, puis à ses partenaires, de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Fait que l'autre aspect qu'on n'a pas beaucoup abordé aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on transfère ces apprentissages-là à d'autres acteurs. Puis il y a beaucoup d'efforts qui est fait
par le TIES et Dynamo pour justement toute cette communication-là des apprentissages sur Praxis, dans des webinaires, dans des conférences. Puis ça, les partenaires collaborent beaucoup sur ces aspects-là parce qu'ils comprennent l'importance des apprentissages dans ce qu'ils font en termes de projet pilote, autant que les résultats quantitatifs. C'est ça le fil conducteur entre vos trois points, c'est l'existence d'une culture de l'expérimentation, de l'essai-erreur et de l'agilité qui est à développer, qui est à cultiver en fait en continu. Je vous remercie énormément, c'était vraiment passionnant de vous entendre, Carmen, Maxime et Gabriel. J'espère qu'on aura l'occasion de vous réentendre pour connaître la suite un petit peu de tout ça. Donc, c'est ce qui met fin à notre webinaire. Merci encore infiniment et bonne chance pour la suite. Merci à tous nos participants et toutes nos participantes aussi.